Imaginez ceci. Un meurtre a été commis dans un train bloqué par la neige. 12 coups de couteau. 12 suspects. Et un seul homme capable de démêler cette énigme impossible. Un homme à la moustache impeccablement cirée, aux cellules grises incomparables, qui ne se fie jamais au hasard mais toujours à la psychologie humaine. Qui est cet homme? Hercule Poirot, bien sûr. Le détective le plus célèbre de tous les temps, après peut-être Sherlock Holmes. Mais attendez. Saviez-vous qu'Agatha Christie elle-même détestait son propre personnage? Qu'elle l'a appelé un petit crétin insupportable? Et pourtant, elle l'a fait vivre pendant plus de 50 ans, à travers 33 romans et 51 nouvelles. Pourquoi? Comment un personnage aussi agaçant pour son créateur est-il devenu l'un des détectives les plus aimés au monde? Restez avec moi, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant d'Hercule Poirot, nous explorons ses enquêtes les plus brillantes, et nous découvrirons les secrets cachés derrière la plume d'Agatha Christie. Transition musicale. Hercule Poirot fait son apparition en 1920 dans La mystérieuse affaire de Style. Nous sommes juste après la Première Guerre mondiale, et Agatha Christie, alors jeune pharmacienne, écrit son premier roman policier lors d'un pari avec sa sœur. Pour créer son détective, Christie s'inspire des réfugiés belges qu'elle a rencontrés en Angleterre pendant la guerre. Elle imagine un homme petit, méticuleux, avec une moustache extraordinaire et un ego démesuré. Un contraste parfait avec le gentleman détective anglais traditionnel. Poirot n'est pas grand et athlétique comme on pourrait s'y attendre. Non, il est petit, rond, obsédé par l'ordre et la symétrie. Il ne court pas après les criminels dans les ruelles sombres. Il reste assis, observe, écoute, et fait travailler ses fameuses petites cellules grises. Ce qui rend Poirot unique, c'est sa méthode. Là où Sherlock Holmes se concentre sur les indices physiques et la déduction scientifique, Poirot s'intéresse à la psychologie humaine. Pour lui, comprendre pourquoi quelqu'un commet un meurtre est aussi important que découvrir comment il l'a fait. Il est vaniteux, oui, mais brillant. Il parle un français parsemé d'anglais, ce qui crée un effet comique. Il est obsédé par l'ordre, ses chaussures doivent briller, sa moustache doit être parfaite, et les objets doivent être symétriques. Cette obsession n'est pas qu'un trait de caractère amusant, elle reflète sa façon de penser. Pour Poirot, l'univers a un ordre, et le crime est un désordre qu'il doit corriger. Sa phrase signature, « Les petites cellules grises, mon ami, c'est ce qui compte », résume parfaitement sa philosophie. Il observe le comportement humain, écoute les incohérences dans les témoignages, comprend les motivations. Pour lui, comprendre la psychologie humaine est la clé de tout mystère. Parlons maintenant du plus célèbre roman, Le crime de l'Orient Express, publié en 1934. Ce roman est un chef-d'œuvre de construction narrative. L'intrigue est simple en apparence. Un homme est assassiné dans le luxueux Orient Express, bloqué par une tempête de neige en Yougoslavie. L'homme, Ratchet, a reçu 12 coups de couteau. Hercule Poirot se trouve par hasard dans le train et accepte d'enquêter. Ce qui suit est une démonstration magistrale de psychologie et de déduction. Poirot interroge chaque passager, et chacun a un alibi. Mais quelque chose ne colle pas. Les preuves se contredisent. Certains coups de couteau semblent portés par une main forte, d'autres par une main faible. Certains passagers mentent clairement, mais pourquoi? La révélation finale est l'une des plus audacieuses de l'histoire du roman policier. Christie renverse toutes les conventions du genre. Sans dévoiler le dénouement pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, disons simplement que Poirot doit faire face à un dilemme moral aussi complexe que l'énigme elle-même. Ce roman pose une question fascinante. Qu'est-ce que la justice? Le détective a-t-il le droit de laisser son jugement moral influencer la révélation de la vérité? Christie ne donne pas de réponse facile, et c'est ce qui rend ce roman si puissant. 3 ans après l'Orient Express, Christie place à nouveau Poirot dans un cadre exotique avec Mort sur le Nil, publié en 1937. Lynette Ridgeway est jeune, belle, et extrêmement riche. Elle vient d'épouser Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie, Jacqueline de Belfort. Jacqueline, folle de jalousie, harcèle le couple pendant leur lune de miel égyptienne. Lorsque Lynette est assassinée d'une balle dans la tête, tous les soupçons se portent naturellement sur Jacqueline. Mais Poirot découvre rapidement que rien n'est aussi simple qu'il y paraît. Ce roman est remarquable pour sa complexité psychologique. Christie tisse une toile de mensonges, de passion et de motivations cachées. Chaque personnage à bord du bateau a une raison de vouloir la mort de Lynette. L'alibi du meurtrier semble parfait, et c'est précisément ce qui éveille les soupçons de Poirot.
La psychologie des personnages est particulièrement fouillée. Christie explore la jalousie, la cupidité, mais aussi l'amour et le sacrifice. Le dénouement est à la fois surprenant et tragique, montrant que même le crime le plus ingénieux finit par être démasqué par la logique implacable de Poirot. Le cadre égyptien ajoute une atmosphère envoûtante, et le bateau de croisière sur le Nil devient une prison dorée où personne ne peut s'échapper. Si un seul roman devait illustrer le génie d'Agatha Christie, ce serait Le meurtre de Roger Ackroyd, publié en 1926. Ce roman a provoqué un scandale dans le monde du roman policier. Roger Ackroyd, un homme riche de la campagne anglaise, est assassiné dans son bureau. Le narrateur est le docteur Shepard, ami de la victime et voisin d'Hercule Poirot, qui a pris sa retraite dans le village. Poirot accepte à contre-cœur de sortir de sa retraite pour résoudre le mystère. Il examine les faits, interroge les suspects, et petit à petit, démonte les alibis. La révélation finale a choqué les lecteurs de l'époque et continue de surprendre aujourd'hui. Christie viole une règle non écrite du roman policier, une convention tellement établie que personne n'imaginait qu'elle puisse être brisée. Certains critiques l'ont accusé de tricher, mais la majorité a reconnu son audace et son talent. Ce roman établit Christie comme la reine incontestée du roman policier. Il démontre que dans ses mains, toutes les conventions peuvent être subverties. La structure narrative est parfaite, chaque indice est placé avec soin, et la solution, bien qu'audacieuse, est parfaitement logique rétrospectivement. Un autre chef-d'œuvre est ABC contre Poirot, publié en 1936. Dans ce roman, Poirot fait face à un tueur en série, ce qui est rare dans l'œuvre de Christie. Le meurtrier envoie à Poirot des lettres signées ABC avant chaque meurtre, le défiant de l'arrêter. Alice Asher est tuée à Andover, Betty Barnard à Bexhill, Sir Carmichael Clark à Churston. Les victimes suivent l'ordre alphabétique. Un indicateur des chemins de fer ABC est laissé près de chaque corps. Poirot est frustré. Pour une fois, il semble toujours avoir un coup de retard. Le tueur le nargue, et malgré ses avertissements, Poirot ne peut empêcher les meurtres. Mais bien sûr, Poirot finit par comprendre. La solution est brillante et montre comment un schéma apparent peut servir à masquer un mobile beaucoup plus simple et personnel. Christie joue avec nos attentes, nous fait croire à une chose alors qu'une autre est en jeu. Ce roman explore également la psychologie du meurtrier d'une manière inhabituelle. Nous le rencontrons, nous suivons ses pensées, et Christie nous amène à sympathiser avec lui avant de révéler toute l'horreur de ses actes. Carte sur table, publié en 1936, est unique dans l'œuvre de Christie. 4 personnes suspectes d'avoir commis des meurtres parfaits dans le passé sont invitées à une soirée de bridge. Leur hôte, Monsieur Chetana, est un homme mystérieux qui collectionne les meurtriers comme d'autres collectionnent des tableaux. Pendant que Poirot et 3 autres détectives jouent au bridge dans une pièce, les 4 suspects jouent dans une autre. À la fin de la soirée, Chetana est retrouvé mort, poignardé. Ce qui rend ce roman fascinant, c'est sa structure. Dès le début, Christie nous dit que le meurtrier est l'une de ces 4 personnes. Pas de surprise, pas de révélation d'un personnage caché. L'intrigue se concentre entièrement sur la psychologie. Lequel de ces 4 a le profil psychologique d'un meurtrier? Poirot doit creuser dans le passé de chacun, comprendre leurs motivations, leurs secrets. C'est un exercice pur de psychologie criminelle, et cela montre Poirot à son meilleur. Dans 5 petits cochons, publié en 1942, Poirot enquête sur un meurtre vieux de 16 ans. Carla le marchand demande à Poirot de prouver l'innocence de sa mère, condamnée pour avoir empoisonné son mari, le peintre Amiacral. La mère est morte en prison, clamant toujours son innocence. Poirot accepte le défi. Il retrouve les 5 personnes qui étaient présentes le jour du meurtre et recueille leurs témoignages. Chacun raconte sa version des événements, et naturellement, ces versions se contredisent. Ce roman est fascinant car il montre comment la mémoire est subjective, comment chaque personne interprète les mêmes événements différemment selon ses propres préjugés et émotions. Poirot doit naviguer à travers ses souvenirs déformés pour découvrir la vérité. La solution est profondément humaine et tragique, montrant que même dans le crime, les motivations peuvent être complexes et compréhensibles. La Maison biscornue, publiée en 1949, est l'un des romans les plus sombres de Christie. La famille Léonide est riche, excentrique et dysfonctionnelle. Lorsque le patriarche, Aristide Léonide, est empoisonné, tous les membres de la famille vivant dans la maison deviennent suspects. Ce roman est particulier car Poirot n'est pas l'enquêteur principal. C'est Charles Heward, fiancé de l'une des petites filles, qui mène l'enquête. Poirot apparaît à la fin pour révéler la vérité.
Ce qui rend ce roman mémorable, c'est son exploration de la dynamique familiale toxique et sa conclusion choquante. Christie n'hésite pas à aller dans des territoires psychologiquement sombres, et la révélation finale est l'une des plus dérangeantes qu'elle ait jamais écrite. Le Vallon, publié en 1946, est un roman atypique où Poirot joue un rôle secondaire. L'histoire se concentre sur la famille Anquetel, une famille aristocratique anglaise excentrique. Un meurtre est commis dans leur propriété, le Vallon, et Poirot est appelé pour enquêter. Ce roman est intéressant car il montre une facette différente du talent de Christie. L'intrigue est moins axée sur le puzzle intellectuel et plus sur l'observation des comportements humains et des relations familiales. Les personnages sont richement développés, et Christie prend le temps d'explorer leurs motivations et leurs secrets. Poirot observe plus qu'il n'enquête, et sa solution finale révèle une compréhension profonde de la nature humaine. La fête du potiron, publié en 1969, est l'un des derniers romans de Poirot. L'intrigue tourne autour d'une garden party où une jeune fille affirme avoir été témoin d'un meurtre des années auparavant. Personne ne l'a cru à l'époque, mais maintenant, elle est elle-même assassinée. Poirot doit enquêter sur ce meurtre ancien pour comprendre le meurtre récent. Ce roman montre un Poirot âgé mais toujours perspicace. Bien qu'il soit moins mobile physiquement, son esprit reste aussi aiguisé que jamais. Christie explore ici les thèmes de la mémoire, de la culpabilité et du poids du passé. Un roman souvent négligé mais absolument brillant est Les Travaux d'Hercule, publié en 1947. Il s'agit d'un recueil de 12 nouvelles, chacune basée sur l'un des 12 travaux d'Hercule de la mythologie grecque. Poirot, s'apprêtant à prendre sa retraite, décide de terminer sa carrière par 12 affaires qui correspondent aux exploits de son homonyme mythologique. Ces nouvelles sont variées et montrent la polyvalence de Christie. Certaines sont légères et humoristiques, d'autres sont sérieuses et sombres. Chacune est un petit bijou de construction narrative, et ensemble, elles forment un hommage parfait au personnage de Poirot. Le dernier récit, La capture de Cerbère, est particulièrement mémorable et montre Poirot confronté à une forme de criminalité très différente de celle qu'il a l'habitude de combattre. Maintenant, parlons de Rideau, la dernière enquête de Poirot, publiée en 1975, quelques mois avant la mort de Christie elle-même. Mais Christie avait en réalité écrit ce roman pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940, et l'avait gardé dans un coffre-fort pour qu'il soit publié après sa mort. C'est un choix symbolique fort. Christie voulait contrôler non seulement la vie de Poirot mais aussi sa mort. Dans ce roman, Poirot retourne à Stylecourt, le lieu de sa première enquête. C'est désormais une maison d'hôtes, et Poirot, très âgé et en mauvaise santé, y retrouve son vieil ami Hastings. Poirot soupçonne qu'un meurtrier très particulier se cache parmi les invités. Ce meurtrier ne tue pas directement mais manipule les autres pour qu'ils commettent des meurtres. C'est un criminel parfait, car il ne laisse aucune trace et ne peut être accusé d'aucun crime. Ce roman est profondément émouvant. Nous voyons Poirot diminuer physiquement, confiné à un fauteuil roulant, souffrant de problèmes cardiaques. Mais mentalement, il est aussi brillant que jamais. La solution du mystère est typique de Christie, surprenante, logique et dévastatrice. Mais ce qui rend ce roman vraiment spécial, c'est la fin. Sans dévoiler les détails, disons simplement que Poirot doit prendre une décision morale ultime, une décision qui le force à devenir ce qu'il a toujours combattu. C'est une conclusion tragique et puissante pour un personnage qui a dominé la littérature policière pendant plus d'un demi-siècle. La mort de Poirot a fait la une du New York Times, une première pour un personnage de fiction, témoignant de l'impact culturel extraordinaire de ce petit détective belge. Au-delà des romans individuels, il est important de comprendre la relation complexe entre Christie et son personnage. Christie a créé Poirot en 1920 et l'a tué en 1975, mais elle a écrit son dernier roman dans les années 1940. Cela signifie qu'elle a vécu avec ce personnage pendant plus de 50 ans, écrivant sur lui-même quand elle ne l'aimait plus. Dans ses autobiographies et ses interviews, Christie a souvent exprimé sa frustration envers Poirot. Elle le trouvait ennuyeux, prévisible, agaçant. Elle voulait se concentrer sur d'autres personnages, comme Miss Marple, qu'elle aimait davantage. Mais les éditeurs et les lecteurs réclamaient toujours plus de Poirot. C'était son personnage le plus populaire, celui qui se vendait le mieux. Christie était donc piégée par son propre succès. Cette relation ambivalente transparaît parfois dans les romans. Il y a des moments où Christie semble se moquer gentiment de Poirot, souligner ses manies ridicules, sa vanité excessive. Dans certains romans tardifs, Poirot est presque relégué au second plan,
apparaissant à la fin pour révéler la solution sans avoir vraiment mené l'enquête. C'est comme si Christie essayait de minimiser sa présence tout en satisfaisant les attentes des lecteurs. Pourtant, malgré cette ambivalence, Christie a toujours traité Poirot avec respect. Elle ne l'a jamais ridiculisé complètement ni fait échouer. Jusqu'à la fin, Poirot reste le détective brillant et perspicace qu'il a toujours été. L'évolution de Poirot au fil des décennies est fascinante à observer. Dans les premiers romans, il est presque une caricature, le petit étranger comique avec ses manières précieuses et son français approximatif. Il est là autant pour le relief comique que pour résoudre les mystères. Mais au fil du temps, il gagne en profondeur. Les romans des années 1930 et 1940 montrent un Poirot plus réfléchi, plus philosophique. Il commence à se poser des questions sur la nature de la justice, sur son rôle en tant que détective. Est-il là simplement pour découvrir la vérité, ou a-t-il une responsabilité morale plus large? Dans Le Crime de l'Orient Express, cette question est centrale. Poirot découvre la vérité, mais décide de laisser les autres décider du sort des coupables. C'est un moment de doute rare pour un personnage habituellement si sûr de lui. Dans les romans tardifs, Poirot est devenu un vieil homme. Il est moins mobile, souvent fatigué, mais son esprit reste aiguisé. Il délègue plus, s'appuie sur d'autres pour les aspects physiques de l'enquête. Mais quand vient le moment de la révélation finale, il est toujours au centre, organisant la scène, démasquant le coupable. Ces scènes de confrontation finale sont devenues emblématiques. Poirot rassemble tous les suspects, souvent dans le lieu même du crime. Il expose méthodiquement sa solution, démontant les alibis, révélant les mensonges, reconstruisant les événements. C'est théâtral, dramatique, et immensément satisfaisant pour le lecteur. C'est le moment où l'ordre est restauré, où le chaos du crime est résolu par la logique et la raison. La méthode de Poirot mérite qu'on s'y attarde. Contrairement à d'autres détectives, Poirot ne se fie pas principalement aux indices physiques. Il ne rampe pas sur le sol avec une loupe, il n'analyse pas des fibres en laboratoire. Pour lui, ces choses ont leur importance, mais ce qui compte vraiment, c'est la psychologie. Il observe les gens, écoute comment ils parlent, remarque les incohérences dans leurs témoignages. Il pose des questions apparemment innocentes et observe les réactions. Un froncement de sourcils, une hésitation, un regard fuyant, tout cela en dit long à Poirot. Il croit que les gens révèlent toujours la vérité d'une manière ou d'une autre, même quand ils essaient de mentir. Son travail consiste à lire ces signes, à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Poirot s'intéresse aussi beaucoup aux motivations. Pourquoi quelqu'un commettrait-il un meurtre? La réponse n'est pas toujours simple. Christie excelle à créer des motivations complexes et nuancées. Parfois, c'est la cupidité, le motif le plus banal. Mais souvent, c'est quelque chose de plus subtil. La jalousie, la peur, le désir de protéger un secret, la vengeance pour une injustice ancienne. Poirot comprend que les gens sont complexes, que leurs actions sont rarement motivées par un seul facteur. Il creuse dans le passé des suspects, découvre leurs secrets, leurs relations, leurs souffrances. Et petit à petit, le puzzle se met en place. Une technique favorite de Poirot est la reconstruction. Il demande aux suspects de rejouer les événements du crime. Ce n'est pas seulement pour clarifier les faits, c'est pour observer les réactions. Qui est nerveux? Qui hésite? Qui essaie de changer subtilement sa version des faits? Sous la pression de la reconstruction, les masques tombent et la vérité émerge. Ces reconstructions sont souvent le prélude à la révélation finale, le moment où Poirot annonce qu'il a compris et va révéler l'identité du meurtrier. L'influence de Poirot sur la culture populaire est immense. Il a été adapté d'innombrables fois à la télévision, au cinéma, à la radio, au théâtre. L'adaptation télévisée britannique avec David Suchet, qui s'est étalée de 1989 à 2013, est considérée comme définitive par beaucoup. Suchet a incarné Poirot pendant 24 ans, adaptant tous les romans et nouvelles. Son interprétation capture parfaitement l'équilibre entre le comique et le sérieux du personnage. Il montre la vanité et les manies de Poirot, mais aussi sa profonde humanité et sa brillance intellectuelle. Les films récents de Kenneth Branagh, Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, offrent une vision plus moderne et cinématographique du personnage, avec des budgets importants et des castings étoilés. Mais au-delà des adaptations, Poirot a influencé des générations d'auteurs de romans policiers. Sa méthode, son style, sa personnalité ont inspiré d'innombrables détectives de fiction. Le détective excentrique avec des manies particulières, le génie qui résout les mystères par la pure réflexion,
la scène de révélation finale où tous les suspects sont rassemblés. Toutes ces conventions du roman policier doivent beaucoup à Poirot et à Christie. On peut tracer une ligne directe de Poirot à des personnages modernes comme Adrian Monk, Benoît Blanc, ou même Sherlock dans les adaptations récentes. Tous héritent de quelque chose de Poirot, son génie, ses excentricités, sa méthode. Ce qui rend Poirot vraiment spécial, c'est qu'il reste humain malgré son génie. Il n'est pas un surhomme détaché et froid. Il se soucie des gens, il est capable d'empathie, il souffre quand il découvre des vérités douloureuses. Dans plusieurs romans, on le voit profondément affecté par les crimes qu'il résout, particulièrement quand ils impliquent des innocents ou quand les motivations sont tragiques. Il n'est pas un robot de la logique. Il est un homme qui utilise sa brillance pour comprendre et pour aider. C'est cette humanité, combinée à son génie, qui fait de Poirot un personnage si attachant malgré ses défauts. Les romans de Poirot offrent également une fenêtre fascinante sur l'Angleterre du XXe siècle. Christie a écrit pendant plus de 50 ans, et ses romans reflètent les changements sociaux, politiques et culturels de cette période. Les premiers romans, situés dans les années 1920 et 1930, montrent une Angleterre aristocratique en déclin, où les grandes maisons de campagne existent encore mais sont menacées par les changements économiques. Les personnages appartiennent souvent à la haute société, et les crimes se déroulent dans des manoirs, des hôtels de luxe, des trains prestigieux. C'est un monde de privilèges, mais aussi un monde en transition. Les romans écrits pendant et après la Seconde Guerre mondiale montrent une Angleterre transformée. La guerre a bouleversé la société, et Christie reflète ces changements. Les personnages sont plus diversifiés socialement. Les décors incluent des appartements urbains et des banlieues en plus des manoirs de campagne. Les préoccupations sont différentes. On parle de rationnement, de traumatisme de guerre, de changements sociaux. Poirot, l'étranger, observe ces changements avec un regard extérieur, ce qui permet à Christie de les commenter de manière subtile. Un aspect souvent négligé des romans de Poirot est l'humour. Christie avait un sens de l'humour très britannique, subtil et souvent ironique. Poirot lui-même est parfois une source de comédie, avec sa vanité excessive et ses manies. Mais Christie se moque aussi gentiment de la société anglaise, de ses conventions rigides, de ses hypocrisies. Les personnages secondaires sont souvent des caricatures affectueuses de types sociaux reconnaissables. Le colonel à la retraite pompeux, la vieille dame qui adore les potins, le jeune homme bien intentionné mais maladroit. Cette légèreté équilibre parfaitement les aspects plus sombres des intrigues de meurtre. Captain Hastings, le meilleur ami de Poirot, mérite une mention spéciale. Il apparaît dans 8 romans et de nombreuses nouvelles. Hastings est le narrateur de plusieurs histoires, et il sert de faire-valoir à Poirot. Il est brave, loyal, mais pas particulièrement brillant. Il tire constamment les mauvaises conclusions, ce qui permet à Poirot d'expliquer son raisonnement au lecteur. Leur relation est chaleureuse et affectueuse, malgré les taquineries constantes de Poirot. Hastings représente le lecteur. Il voit les mêmes indices que Poirot, mais ne peut pas les interpréter correctement. C'est seulement à la fin, quand Poirot explique tout, que Hastings et le lecteur comprennent comment les pièces du puzzle s'emboîtent. Un autre personnage récurrent important est l'inspecteur Japp de Scotland Yard. Japp est un policier compétent, mais il reconnaît que Poirot est plus brillant que lui. Leur relation est professionnelle et amicale. Japp appelle souvent Poirot pour l'aider sur des cas difficiles, et Poirot accepte généralement, même s'il se plaint parfois que le cas n'est pas assez intéressant. Japp représente la police officielle, méthodique et bureaucratique, tandis que Poirot représente le génie individuel, intuitif et psychologique. Ensemble, ils incarnent 2 approches complémentaires de la résolution de crimes. Miss Lemon, la secrétaire de Poirot, apparaît dans plusieurs romans et nouvelles. Elle est l'efficacité personnifiée, organisée, précise, dévouée. Comme Poirot, elle est obsédée par l'ordre et la méthode. Elle gère les aspects pratiques de la vie de Poirot, lui permettant de se concentrer sur ses enquêtes. Leur relation est purement professionnelle, mais il y a un respect mutuel évident. Miss Lemon ne comprend pas toujours les méthodes excentriques de Poirot, mais elle a une foi absolue en ses résultats. Ariadne Oliver, l'auteur de romans policiers, est peut-être le personnage secondaire le plus intéressant. Elle apparaît dans 7 romans de Poirot. Oliver est clairement un alter ego de Christie elle-même. Une auteure de romans policiers à succès qui est souvent frustrée par les conventions du genre et par les attentes des lecteurs. Elle se plaint que son propre détective, un Finlandais végétarien, est ridicule et qu'elle aimerait le tuer. C'est évidemment une référence à peine voilée aux sentiments de Christie envers Poirot. Oliver aide Poirot dans plusieurs enquêtes,
apportant son intuition féminine et son imagination créative. Leur collaboration est souvent fructueuse, même si Oliver se plaint que la réalité ne suit jamais les scénarios bien organisés de ses romans. Les thèmes récurrents dans les romans de Poirot sont fascinants. La justice contre la vengeance est un thème central. Poirot croit en la justice, mais il reconnaît parfois que le système judiciaire officiel est imparfait. Dans plusieurs romans, il est confronté à des situations où la justice légale et la justice morale ne coïncident pas. Que fait-il dans ces cas? Parfois, il laisse les autres décider. Parfois, il prend lui-même la décision. C'est un aspect moralement complexe du personnage qui élève les romans au-delà du simple puzzle intellectuel. Un autre thème récurrent est le passé qui revient hanter le présent. Dans de nombreux romans, le meurtre actuel est lié à des événements qui se sont produits des années, voire des décennies auparavant. Quelqu'un a commis une injustice ou un crime, et maintenant, le passé réclame son dû. Poirot doit donc enquêter non seulement sur le crime actuel mais aussi sur ces événements anciens. C'est un thème profondément humain, l'idée que nos actions ont des